Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Zetoun. Grégory, tu es le directeur général de la financière Saint-James, le family office d'un entrepreneur qu'on ne présente plus, Michael Benabou, et de Guibord, le family office de l'entrepreneur Dominique Romano. Donc, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci de m'accueillir, ravi d'être là. Donc, aujourd'hui, on va parler de ton parcours, on va parler des opérations un peu emblématiques que tu as pilotées, notamment l'acquisition du centre Beaugrenelle il y a quelques années pour un montant record sur le marché de l'immobilier. On va en parler, on va parler de tes activités au sein de Financière Saint-James, de Guibord, mais surtout de ce qui t'a amené jusqu'ici. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours? Alors, déjà, merci de me recevoir. Un parcours qui a commencé effectivement chez Apsis. Alors, j'ai fait l'intégralité de ma scolarité à Dauphine et j'ai adoré prendre du temps à Dauphine pour me découvrir une passion pour les mathématiques dans un premier temps, après pour la gestion et ensuite j'ai terminé ma formation par le master d'immobilier de Dauphine, master 246. Et c'est dans le cadre de ce master que j'ai d'abord commencé par rencontrer Maurice Bancet, qui est un garçon avec qui on avait en plus des acquaintances amicales par ailleurs, et une rencontre déterminante puisque en juillet 2007, je commence chez Apsis au poste de responsable de projet junior sur l'opération Beaugrenelle, qui était une opération du centre commercial, de la construction du centre commercial Beaugrenelle, qui en 2007 était à un stade encore très balbutiant, puisque les permis de construire venaient d'être déposés, et puis le centre commercial d'avant était encore en exploitation. Et c'est une opération que j'ai suivie jusqu'à son terme, puisque j'en ai assuré, j'ai intégré la direction de projet jusqu'à la fin, et lorsque le centre a été cédé, j'étais en charge pour Apsis de la cession du centre commercial pour le compte de Gessina et des investisseurs de l'époque, mais également pour Apsis de l'acquisition. Et effectivement, comme tu le disais, Apsis a fini par racheter Beaugrenelle à ses associés avec un consortium d'investisseurs, le groupe Madar et la financière Saint-James, donc Alain, Jean Madar et Michael Benabou. Ok, donc c'est une opération qui a duré combien d'années et qui a représenté quel montant? Parce que c'est un montant record sur le marché, cette Ouais, alors acquisition. c'est vrai que c'est une opération qui bat tous les records et tous les superlatifs qu'on peut imaginer sur ce type d'opération. C'était un centre commercial qui, à l'époque où Gessina s'en est retrouvé propriétaire par l'acquisition d'une foncière à l'époque, dans lequel Gessina a acheté une foncière, je crois qu'elle s'appelait Simco, et dans Simco, il y avait le centre commercial Beaugrenelle, qui faisait à l'époque 17 000 m². Et Gessina, n'étant pas un opérateur spécialiste de l'immobilier commercial, lance un concours, un appel d'offres, et fait intervenir tous les plus grands noms de l'immobilier commercial de l'époque. Bon, on peut citer Unibail, Altaria, probablement Clépierre et d'autres, Que des mastodontes, ouais. que des gens qui étaient établis sur ce marché-là. Et Apsis pousse un peu la porte pour candidater, candidate, et le projet d'Apsis, alors je crois que c'était en 2004 ou 2005 à peu près ce concours. Et tous les autres opérateurs avaient imaginé restructurer le centre commercial dans l'existant. On se rappelle, hein, c'était sur la dalle de Beaugrenelle, on était sur une architecture des années 70 avec les fameux Mm. bois à construction qui avaient déjà une cinquantaine d'années sur 70, donc il restait une vingtaine d'années de propriété commerciale sur ces actifs. Et donc, mécaniquement, il fallait réinventer complètement le montage juridique de ce projet, mais également le volet commercial. Et un centre commercial de 17 000 m² placé à cet endroit-là et tel qu'il était conçu, même avec une restructuration lourde de l'existant, ne fonctionnait pas. Et l'idée d'Apsis avait été à l'époque de partir d'une feuille blanche, de raser intégralement le centre commercial existant, mais surtout, et c'était ça le tour de force, d'aller au-delà de l'emprise foncière existante et de dire bon, bah, les 17 000 m² ne suffisent pas, il faut qu'on passe à 70 000 m². Et les 70 000 m², alors pas 70 000, mais avec les parkings, on va dire en gros Mm. 50 000 m², il fallait faire une trentaine d'acquisitions foncières autour du centre commercial et donc reconstituer la pleine propriété des baux à construction, mais également d'aller chercher le moindre mètre carré. Et je me souviens qu'on avait fait des négociations avec des propriétaires
il y avait 23 mètres carrés qui étaient en plein milieu du centre commercial et du futur centre. Tu consolides Donc on tout devait ce qu'il y avait autour, en voilà. fait. Et en même temps, gérer les évictions et les permis de construire et la modification du PLU la partie également conception, parce que c'était un projet qui demandait une grande technicité. Et donc le cabinet d'architecte Valo-Dépistre avait travaillé depuis le début sur cette opération. Et on a fait à l'époque, je sais pas, des dizaines de projets. Donc moi, quand j'arrive en 2007, on est en train de faire les évictions, les permis sont déposés. Et Alors pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec cette notion d'éviction, qu'est-ce que tu entends par là? C'est effectivement une éviction, indemnité que tu verses Oui, alors il y a plusieurs manières de libérer en fait des emprises, puisqu'évidemment pour construire, il faut qu'on libère, les espaces. Et donc en France, il y a la propriété commerciale, et quand tu es locataire d'un local avec un bail commercial, tu en as la propriété commerciale, et donc ton bailleur ne peut pas te demander de partir sans une négociation ou un jugement. Et donc, il y en a qui se sont plutôt bien passés. Donc, effectivement, on tombe d'accord, on mandate des experts pour évaluer le montant de l'indemnité d'éviction. Et après, ça peut se faire par fixation judiciaire devant un tribunal, et ça peut prendre beaucoup de temps. Et c'est sur cette opération, je sais pas, il y a eu 130 négociations. Donc, on a eu à peu près tous les cas de la négociation qui se passe bien à la négociation qui va jusqu'au dernier recours judiciaire. Donc, parce que sur 10 000 mètres carrés, tu as combien de commerces, enfin de boutiques aujourd'hui il y avait à peu près 17 000, mais aujourd'hui tu parles Si tu parles de 17 000 mètres carrés pour le centre commercial. Il y avait à peu près une centaine de commerçants. Mais après, il y a effectivement tous ceux qui étaient en dehors, là où aujourd'hui il y a le magasin, le grand magasin Galeries Lafayette. Il y avait une association culturelle qui était en plein milieu, qui n'était pas de notre locataire, mais qui était propriétaire, enfin qui était en tout cas preneur à construction, qui était propriétaire, donc à qui qu'on a dû transférer, parce que c'est aussi une manière qu'on a de pouvoir faire des évictions, en tout cas de libérer les espaces. C'est au lieu de dire on vous donne un chèque et vous en allez, c'est de dire on vous a trouvé un autre local et on vous transfère. Et ça, on l'a fait à de nombreuses reprises sur ce projet-là, où on a dû trouver toutes les manières possibles de faire toutes ces libérations d'emprise. Donc ça, c'était une partie évidemment très dense de ce projet, lourde, très lourde. Alors on était évidemment épaulé par la ville de Paris sur la partie autorisation administrative, qui n'a pas non plus été de mince affaire, parce qu'on parlait quand même d'une modification du PLU de l'époque qui nous permettait en fait de réaliser ce projet, parce que le PLU actuel ne permettait pas de récupérer cette volumétrie. On est sur une architecture sur dalle, avec une volumétrie très particulière. Ces grandes tours que tu vois elles ont ce qu'on appelle les tailles de guêpe, et en fait on s'est calé sur l'altimétrie de la taille de guêpe pour ne pas gêner les voisins, ce qui ne les a pas empêchés évidemment de faire des recours. Je crois qu'on a dû avoir à peu près 65 recours sur ce projet, pour certains qui ont perduré jusqu'à la fin de l'opération. Donc voilà, ça a été une opération très dense, mais en réalité, le centre a ouvert en 2013, en octobre 2013. Le projet a véritablement été initié en 2006-2007. Donc on est sur un temps qui est quand même très court, parce que les temps de l'immobilier en général sont très longs. Et cette opération, ça a été vraiment un tour de magie de pouvoir le faire aussi vite. Et alors, comment tu valorises, tu vois, je pense que c'est une question que beaucoup se posent quand tu parles de valorisation en immobilier commercial. Aujourd'hui, sur une opération d'envergure comme ça, on parle de 700 millions d'euros, c'est ça, sur le montant total de l'opération ? Le budget de l'opération de promotion, c'est-à-dire le foncier, le portage, les évictions, les permis de construire, les honoraires, le coût des travaux évidemment, et toute la partie vraiment montage du projet, ce qu'on appelle le budget total de l'opération, qui prend en compte absolument tout, on était aux alentours de 500-550 millions d'euros. Alors, on a fini à ce montant-là, parce qu'évidemment, ce n'était pas le montant initial, puisque une opération d'une telle complexité, elle ne peut pas se faire sur un tableur Excel ou sur une feuille de papier en se disant voilà exactement comment ça va se passer. Évidemment. On a dû en permanence réévaluer la manière de monter le projet et le refaire. Donc c'est à peu près 550 millions d'euros. Et effectivement, le montant de la transaction, c'est ce que tu dis à peu près, c'est environ 700 millions d'euros au moment où Apsys, Financière Saint-James et le groupe Madar l'ont racheté.
Et aujourd'hui, c'est une opération qui est patrimoniale que vous portez sur plusieurs années encore. Exactement. Quels sont les enjeux pour vous aujourd'hui avec ce centre? Alors, donc nous, Financière Saint-James, on est investisseur, donc on détient 20% de cet actif, aux côtés, donc, comme je disais, d'Apsis et du groupe Madar. Apsis en assure toutes les missions de gestion immobilière, financière, commercialisation, etc. Donc c'est eux qui pilotent l'actif, c'est l'asset manager. Donc nous, en tant qu'investisseurs, enfin en tant que co-investisseurs, et en réalité on partage à peu près la même vision de cet actif avec Apsis et le groupe Madar, c'est ça aussi un peu la force de cette association, c'est que c'est une opération évidemment de long terme et patrimoniale. Le centre a été racheté, a été acheté en 2014, on est en 2024, ça fait 10 ans. Il performe extrêmement bien. On est arrivé à l'échéance. Tu peux parler de chiffres sur des rendements, des ordres de rendement Ouais, annuels? enfin, quelque chose qui en tout cas est intéressant de noter, c'est que quand un centre commercial ou n'importe quel actif commerciaux, il y a un bail commercial. Le bail commercial, il a en général une durée de 9, 10 ou 12 ans. Quand on avait à l'époque commercialiser l'actif, on était sur une grille locative qui était à une trentaine de millions d'euros environ de loyer sur des baux qui avaient 10 ans d'échéance. Donc en fait, pendant les 10 ans de la vie de ton bail, la première vie de ton bail, tu as une indexation de tes loyers qui est mécanique, qui est un indice qui est publié par l'INSEE, donc qui t'amène mécaniquement à augmenter ton revenu locatif. Mais il y a un énorme enjeu, et surtout au bout de 10 ans, c'est le renouvellement de tes baux. Donc il y a un travail d'asset management qui a été fait de façon très proactive sur le centre existant par les équipes d'Apsis, puisque juste après l'ouverture et pendant la vie de l'opération, il y a un travail très fin d'analyse des performances de chaque commerçant, parce que le bailleur a accès à tous les chiffres d'affaires de tous les commerçants, et donc on peut très vite évaluer qui performe bien. Après, il y a beaucoup d'études marketing qui sont faites et qui permettent de dire est-ce que cette offre, elle correspond à la demande. Quand on a commencé à commercialiser les locaux sur Beaugrenelle, on avait une marque, on ne va pas citer de marque, mais on avait des marques qui avaient été signées en 2005, au moment où le centre est ouvert en 2013, c'était pas forcément des marques qui correspondaient à la nouvelle clientèle. Ouais. Donc le gros enjeu d'un centre commercial pour la création de valeur, c'est le renouvellement de ses baux. C'est de se dire comment est-ce qu'au bout de 10 ans, tu vas voir tes commerçants, tu vas voir tes locataires, et tu leur dis voilà, vous avez fait 10 ans, vous savez comment vous performez, vous savez quel est votre loyer, vous connaissez votre taux d'effort, est-ce que vous voulez poursuivre l'aventure avec nous ou pas? Donc soit c'est oui, et auquel cas tu négocies un loyer de renouvellement, soit c'est non, auquel cas tu négocies une indemnité d'éviction pour qu'il puisse être remplacé. Et donc la campagne de renouvellement des baux et des loyers s'est achevée. Ça a duré environ 1 an ou 2. Et dans le marché actuel, il n'y aura pas beaucoup de centres commerciaux qui pourront dire qu'entre 2021 et 2024, les baux des centres commerciaux ont été renouvelés avec une amélioration de, je n'ai pas exactement les chiffres en tête, il faudra poser la question à Apsis, mais c'est environ 20%. On a amélioré de 20% les nouveaux loyers. Donc là, on est véritablement sur... Et 100% sur les mêmes commerçants? Non, j'imagine que vous avez quand même une taux de rotation et un turnover important. C'est ce que je disais quand je parlais d'asset management proactif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enseignes dont on avait conscience qu'elles ne répondaient pas à la demande, et on leur dit bon, allez, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas, et en fait on a pendant les 10 ans, et ça faut saluer le travail des équipes commerciales d'Apsis, puisqu'elles ont renouvelé probablement 20% de l'offre existante. Alors je ne prends pas Marks & Spencer en compte, parce que Marks & Spencer est parti, remplacé par les Galeries Lafayette en cours de route, mais le renouvellement proactif a été très important, et à chaque fois qu'on recommercialisait des espaces, on avait une valorisation supplémentaire sur le loyer. Super intéressant. Et pour finaliser là, sur cette opération de Beaugrenelle, donc vous avez finalisé l'acquisition en 2013-2014. Toi, à la suite de ça, t'intègres moi, je suis la Financière Saint-James? Ouais, je suis un pur produit Beaugrenelle,
Et c'est vrai que quand j'ai commencé en 2007 et quand j'ai quitté Apsys en 2015, j'ai fait quasiment que Beaugrenelle. Alors ça peut paraître... beaucoup de gens m'ont dit, mais tu t'es pas ennuyé à faire qu'un seul projet pendant... Alors c'est pas exactement vrai, je fais d'autres choses aussi, mais surtout plus sur la fin. J'ai fait un petit passage au développement, à aller gagner des concours sur des zones commerciales. Mais j'ai essentiellement fait du Beaugrenelle et je crois que je suis certain de pouvoir dire qu'en 8 ans sur Beaugrenelle, j'ai pas vécu un jour identique. Il s'est pas passé un seul jour sans qu'il se passe quelque chose, qu'il faille gérer quelque chose. Et puis surtout, ça a été une école de formation pour moi à un moment où j'ai commencé, j'avais 25 ans, donc j'étais évidemment très jeune et je n'avais aucune expérience. Et l'importance de ce projet pour Apsys a fait que Maurice Bancé, son président fondateur, était très présent. Donc je l'ai côtoyé euh, quasiment quotidiennement pendant 8 ans. Ce qui, pour un jeune garçon de 25 ans, face à un professionnel de son envergure et de tout savoir, il a pu me transmettre énormément de choses. Maurice Bancé, pour nos auditeurs. Maurice Bancé, c'est le président fondateur d'Apsys. Donc, c'est un entrepreneur extraordinaire qui a environ 40 ou 45 ans, à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui, a créé un promoteur foncière de développement de centres commerciaux en partant de rien. Et aujourd'hui, c'est un acteur majeur de l'immobilier commercial en Europe et c'est une réussite extraordinaire et c'est surtout un professionnel extraordinaire. C'est-à-dire que au-delà de ce qu'on peut mesurer comme étant la réussite par rapport au nombre de collaborateurs qu'il a, le nombre de centres commerciaux qu'il a en gestion ou des revenus qu'il gère aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire extraordinaire dans le montage d'opérations immobilières. Et donc, c'est vrai que j'ai énormément appris avec lui. Et le savoir que j'ai engrangé sur toutes les problématiques immobilières qu'on a vécues sur Beaugrenelle, c'est quelque chose dont je me sers encore aujourd'hui tous les jours. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui m'a énormément appris auprès de qui j'ai adoré être en relation pendant ces 8 dernières années, c'est André Lajoux. André Lajoux, alors ça parlera peut-être pas forcément aux jeunes auditeurs, mais ça parlera à beaucoup de gens de l'immobilier qui connaissent ce métier depuis très longtemps. André Lajoux, c'était le directeur de l'immobilier d'entreprise de Gessina. Okay. Et c'était un peu son projet, c'est-à-dire que quand quand Gessina s'est retrouvé propriétaire de ce centre commercial, c'est lui qui s'est dit bon, nous on ne sait pas faire, il faut qu'on fasse un concours. Et donc c'est lui qui a inventé un petit peu l'idée de redévelopper Beaugrenelle. Et c'était un projet dont il était très responsable et qui lui tenait beaucoup à cœur. Et donc il a suivi ce projet, ce qui fait que comme moi j'étais l'intervenant chez Apsys, évidemment, j'ai beaucoup échangé avec André et il a été une source d'inspiration et d'apprentissage énorme parce que lui aussi, c'est un professionnel incroyable, reconnu dans son métier, qui a une carrière extraordinaire. Et donc voilà, Beaugrenelle, ça a été ça aussi, ça a été des mentors, l'ensemble des rencontres. Alors je cite que André et Maurice, mais Bien sûr. pourrais citer beaucoup d'autres personnes qui sont intervenues sur ce dossier, mais bon, c'était vraiment particulier. Et à la suite, tu t'es Et donc dit, après, bon, c'était un peu la partie, c'était un peu particulier parce que quand on a vécu comme ça dans un chaudron qui s'appelle Beaugrenelle, qui après 10 ans, on voit ouvrir 50 000 m² de commerce avec, je m'en souviens encore de l'inauguration, il y avait l'intégralité du 15e arrondissement qui a été bloqué pour le faire. Bon, bah, il y a les autres projets sont un peu sans saveur. Il y a un petit contre-coup. Non, mais c'est pas ça. C'est que après, il faut pouvoir trouver un challenge et une envie de repartir. Et puis, c'est vrai que c'était quand même un projet qui était très ancré en moi. Hein, et comme je n'avais que celui-là. Et en gros, pour faire simple, Maurice Bancé me dit à l'époque, j'en souris, hein, me dit bon, bah, on a Apsys en Pologne, on a Apsys en France. Et donc maintenant, on va aller faire Apsys en Afrique. Bon, et il m'annonce ça, et je dis oui. Je me souviens très bien, c'était le 8 janvier 2014. D'ailleurs, je m'en souviens parce que j'ai calculé, ma fille qui venait de naître avait 20 jours. Ah oui. Et donc pas évident pour voyager. Je me dis, mais Maurice, je viens d'avoir un petit bébé, tu me dis qu'on va partir en Afrique. Bon, et
l'idée était excellente sur un point de vue business et développement, de dire qu'on allait développer des centres commerciaux en Afrique, qui est un continent dans lequel il y a 1,5 milliard d'habitants, que 70% de cette population a moins de 20 ou 25 ans, je n'ai pas exactement la stat en tête, mais en gros, c'est un continent qui est très jeune et qui n'a aucun équipement de centres commerciaux en Afrique, si on prend l'Afrique subsaharienne et en dehors de l'Afrique du Sud. Donc sur toute l'Afrique subsaharienne qui est francophone, sur toute cette bande-là, il y avait un besoin énorme de création de centres commerciaux. Et effectivement, après un peu de réticence et d'interrogation, je dis à Maurice, bon, ok, on va quand même essayer. Donc pendant quelques mois, on a essayé tous les deux de développer. Après, donc tu es parti en Afrique avec ouais, ta alors, fille non, alors je ne suis pas parti en Afrique, mais on a voyagé avec Maurice en Afrique, Okay. et notamment en Côte d'Ivoire, où on avait déjà commencé à identifier un terrain, à nouer un partenariat. Et je crois que je peux le dire, hein, aujourd'hui, s'il y a une Fnac, des Fnac en Côte d'Ivoire, c'est un peu grâce à nous à l'époque, parce qu'il y avait un opérateur qui avait fait un copycat de la Fnac, et nous on connaissait bien la Fnac pour les savoir, notamment le directeur du développement international est un ancien de chez Apsys, et qui cherchait à s'implanter en Afrique. Et donc on a présenté les deux et ils se sont dit ok, bah, on passe sous franchise Fnac. Bon après, moi je suis un garçon, surtout après avoir vécu sur Beaugrenelle une opération comme ça, où j'ai besoin que les choses avancent et qu'au quotidien il se passe des choses. Travailler à distance, et surtout en Afrique, les temps étaient beaucoup plus longs et je craignais un peu de ne pas avoir la patience. Bon, au final, c'était pour le mieux, puisque quand on avait vécu une histoire et une aventure comme celle que j'ai vécue chez Apsys, il y avait probablement un moment donné où il fallait pouvoir un peu reprendre de l'air, reprendre de l'oxygène, reprendre un peu de hauteur, et sans trop partir loin du berceau, puisque effectivement, je suis allé trouver Michael Benabou, que j'avais rencontré sur le deal d'acquisition de Beaugrenelle. J'ai eu un coup de foudre pour ce garçon immédiat. Michael qui venait de céder vente privée à l'époque. C'est ça. Alors, ouais, enfin, c'est exactement ça. Et puis cette histoire est incroyable également. Mais en gros, l'idée pour moi, c'était de dire, tu m'as rencontré, on s'est rencontrés sur Beaugrenelle. On a eu l'occasion quand même de se tester et de se connaître. Lui, il venait de vendre sa participation dans vente privée. Il devait rester, je crois, 2 ans dans l'entreprise. Finalement, il n'a pas pu tenir 2 ans. Au bout d'1 an, il part. Moi, au bout d'1 an, je venais de finir un peu mon aventure africaine en me disant, bon, c'est peut-être pas ça qu'il me faut. On va prendre un café et on se dit, bon, bah, pourquoi ne pas monter un family office opérationnel en disant, bah, il avait de l'argent qui venait d'encaisser de vente privée. Son premier investissement, c'était Beaugrenelle, on l'avait fait ensemble, mais c'était un investissement quand même assez conséquent. Et puis surtout, bon, il avait 50 ou 51 ans, donc il voulait encore la flamme pour faire encore, 10 000 la flamme, choses. je peux te dire qu'aujourd'hui, il a toujours la flamme. Hein. Ah oui, ça n'arrête pas. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il faudrait que tu l'invites, parce que tu verras que ça ne durera pas 20 minutes. Hein, ça va durer plus longtemps que ça. Et donc, je dis, bah voilà, on crée la structure opérationnelle qui va te permettre de faire les investissements qui te font triper, que ce soit en immobilier, en private equity, dans l'art, dans les produits financiers et tout ce que tu veux. Et donc l'idée a mis un peu de temps à germer. Lui, il n'était pas sûr de vouloir recommencer à travailler. Il avait son meilleur ami Dominique Romano qui a fait partie de l'aventure vente privée également au début, pour en avoir été le business angel en 2001 ou 2002, au moment où la bulle Internet avait explosé. Donc il était rentré dans cette aventure de façon non opérationnelle mais financière. Et quand ils ont vendu les deux en même temps et concomitamment, et ben en fait ils m'ont partagé. Ils se sont dit, bah, ok, on va prendre la moitié de Grégory chacun pour accompagner la nouvelle vie de Gibor et de Saint James. Et donc quand je suis arrivé, alors, il y a déjà des gens qui travaillaient évidemment avec eux, mais j'ai recruté toute l'équipe opérationnelle qui s'est faite au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des deals. Vous êtes combien aujourd'hui dans le... Aujourd'hui, on est 20 entre le private equity, l'immobilier et le back-office. Et c'est vrai que c'est une histoire qui s'est vraiment montée brique par brique, deal par deal, où les recrutements se faisaient en fonction des premiers deals. Les premiers, je les ai fait tout seul, que ce soit de l'analyse en passant par la fin. Et j'ai recruté des gens pour faire l'analyse quand j'avais plus le temps de le faire, parce que les permis de construire commençaient à devoir être déposés. Et donc, voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Est-ce que tu avais une thèse, aujourd'hui, est-ce que tu as une thèse d'investissement particulière sur une typologie d'actifs, un marché particulier, ou vous êtes plutôt généraliste ? Non, alors, je me souviens très bien de ce que je m'étais dit
en quittant Apsis. Euh, alors, quand tu reviens dans le contexte de ce que je t'ai dit avant, j'avais fait que Beaugrenelle, donc que un centre. Que ça reste une belle. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes Mais oui, de connaissances et en effectivement. termes de track record, j'ai fait que un centre commercial de Mm. 70 000 m² à Paris. Mm. Donc, s'il faut que je recommence à faire un centre commercial de 70 000 m² à Paris, j'allais attendre très longtemps. Donc, il fallait absolument que je me diversifie, que ce soit en classe d'actifs, parce que j'avais fait que du commerce, Ouais. ou que ce soit également en taille et en projet. Donc, moi, ma vision, et d'ailleurs, j'en avais parlé à l'époque à Maurice, c'était de dire bon, bah, diversifions un petit peu les classes d'actifs et le commerce c'est très bien, mais le résidentiel c'est bien aussi et le bureau c'est bien aussi. Et surtout, Un peu Paris c'est très bien. d'hôtellerie ou pas du tout aujourd'hui? Hôtellerie, alors on a fini par en faire, mais c'était pas forcément moi dans ma thèse d'investissement, puisque tu parles de thèse d'investissement. Et mon idée c'était de dire à l'époque, Paris ça restera Paris, les, euh, les actifs sont là, les opportunités existent et donc il y a de la place pour revaloriser des actifs d'immobilier parisiens, que ce soit en rési ou en bureau. Et assez vite, c'est ce que j'ai fait. Et surtout, je voulais réduire les tailles, puisque quand tu réduis les tailles d'investissement, évidemment, tu peux les multiplier, tu peux aussi diversifier ton risque et tu as plus de granularité sur tes investissements. Et c'est vrai que si tu n'en as que un qui est très gros, bah, il faut qu'il se passe bien, sinon tu te mets en risque très vite. Alors que quand tu en as plusieurs, c'est le principe de répartition du risque, tu peux gérer tes contingences de permis de construire, ou de commercialisation, ou de financement, ou de technique, si tu as des problèmes sur des bâtiments, et évidemment, on en a beaucoup. Donc la thèse, c'est un petit peu ça, c'était de dire, faisons que du prime, essayons surtout, parce que c'est vrai que ce soit Mickaël, Dominique ou moi, on a plutôt des ADN de développeurs. C'est-à-dire, nous, moi, ce que j'ai adoré faire depuis 9 ans, et y compris sur Beaugrenelle, c'est de transformer les actifs. C'est de prendre des actifs qui ont énormément de pathologies, qui sont compliqués, que personne ne veut regarder parce que juridiquement c'est compliqué, administrativement c'est compliqué, locativement c'est compliqué, financièrement c'est compliqué, qu'il y a des arrêtés de péril. Enfin, toutes ces problématiques-là, de réussir à les prendre, à les remuer dans une boîte et de se dire ok, ben on va en sortir la substantifique moelle et on va recréer un peu, reprendre les fondamentaux et les qualités de ces actifs-là, c'était ça, enfin, c'est ça moi qui me fait aujourd'hui vibrer dans ce que je fais. Je dis souvent on fait de l'alchimie, c'est-à-dire qu'on prend du plomb et on essaye de trouver avec la pierre philosophale la manière de le transformer en or. Et c'est Ouais, vrai c'est que une quand bonne on image. regarde le track record que l'on a aujourd'hui, on a acheté des choses vraiment dans des états compliqués et on a réussi à les transformer en pépites et les revendre. Par exemple, si tu peux donner une ou deux opérations emblématiques que vous avez faites récemment. Alors, récemment, alors, Enfin, les ou temps ces immobiliers dernières sont, les années, temps immobiliers sont longs, évidemment. mais je les prends quasiment dans l'ordre dans lequel on les a fait. Le 90 avenue des Ternes, c'est une opération, un immeuble haussmannien traditionnel qui faisait 1600 mètres carrés, un haussmannien traditionnel à l'avant et un garage en fond de cour qui avait été aménagé en bureau sur une parcelle qui était assez longue. Alors à l'époque, le PLU était différent. Il y avait du rési, un peu de bureau. Bon, c'était un actif pas extraordinaire. Et c'est une opération dans laquelle on a, alors dans le désordre, mais en gros, on a construit 15 logements en fond de parcelle. Ok. Donc à la place du garage, on a construit littéralement 2 immeubles de logements qui sont venus s'adosser sur les pignons à l'arrière. Donc techniquement, administrativement, ça a été un enjeu énorme. Sur la partie avant, on a récupéré la commercialité par des mécaniques de transfert interne qui nous a permis de faire du bureau à l'avant. On a acheté également de la commercialité à l'extérieur. On a comblé, on a refait intégralement toutes les circulations, on a récupéré tout le socle pour le transformer en socle commercial et on a surélevé ce bâtiment. Et donc on est passé d'une opération de 1600 mètres carrés à 2600 mètres carrés et ça nous a pris 5 à 6 ans. On a vendu les logements à des primo-accédants, enfin en tout cas on les a vendus à des particuliers dans le cadre d'une opération de vente. On a fait des divisions de parcelles, on a ensuite vendu l'immeuble à l'avant à CNP avec une garantie locative et finalement le jour de la livraison on avait signé le bail en même temps qu'on avait livré l'immeuble
à CNP. Donc c'est une opération qui a été en termes de création de valeur absolument incroyable, mais de Est-ce que par la tu parles de complexité. TRI, enfin tu parles de rendement Alors, on ne parle pas sur trop ces de ça opérations? pas parce qu'on ne veut pas en parler, mais c'est vrai que Mm. contrairement à des fonds d'investissement ou des opérateurs qui déploient de l'argent qu'ils ont collecté, eux, ils ont une certaine nécessité de déployer de l'equity. Parce Ouais, qu'évidemment, s'ils enlèvent, il faut qu'ils bien le sûr. déploient. Alors que nous, On on est en est un fonds investisseur propres. privé, Mm. on essaie de limiter le nombre de fonds propres qu'on met. Donc par définition, on va avoir des banques, on essaie d'avoir les leviers le plus importants possible, donc les financements les plus importants possibles. On est prêt souvent à mettre des collatéraux ou des garanties pour mettre le moins de cash possible. Donc évidemment, moins tu mets de cash, et plus tes TRI sont élevés, mais de façon un petit peu artificielle. Mm. Mais enfin, si tu veux qu'on parle de TRI, on s'est amusé à calculer TRI sur l'opération Galilée-Vernet. Je crois qu'on a fait 165% de TRI Ah sur oui. Galilée, parce qu'il y avait peu Mm. de fonds propres, mais aussi que l'opération a été évidemment extraordinaire. C'est une opération très emblématique aussi du savoir-faire de la financière Saint-James. Donc l'avenue des Ternes, je t'en ai parlé. On a fait à peu près on a eu la même histoire sur le 52 rue des Petites Écuries, où là, pour le coup, quand on a acheté ce bâtiment, c'était un bâtiment qui était sur le point de s'effondrer. En tout cas, il y avait des carrières, enfin, c'était une véritable Mm. catastrophe. Il y avait des arrêtés de péril, on avait un état locatif où on a acheté, on savait même pas qui était locataire. Et pour trouver nos locataires, en fait, on a mis un mec à l'entrée pour prendre le nom des gens qui rentraient dans l'immeuble. C'est pour te dire un petit peu à quel point on connaissait cet actif. Ça reste un métier de Euh, terrain. et permis de construire, pareil, commercialité. On a un bâtiment qu'on a loué à Morning et qu'on a revendu Ouais, un coworking. à Swiss Life. Une opération de laquelle tout le monde est ravi. Donc, pas mal de belles opérations, Ouais, toujours de restructuration, voilà, de création de valeur. Donc, c'est ça. ça, j'ai bien compris que c'était ton dada. Est-ce que tu peux parler des flops, peut-être? Est-ce que tu as des petites anecdotes, des opérations, justement, puisque, bon, il y a quand même énormément de risques. Alors, Alors, il faut avoir... je touche du voilà, carrelage. Euh, du euh, faux marbre. on n'a pas eu beaucoup de flops, mais j'ai une histoire quand même qui est assez incroyable et qui est cocasse en tout cas, et qui démontre aussi que l'immobilier n'est pas une martingale et que on n'est pas obligé de gagner à tous les coups en immobilier et que quand on se plante, on peut se planter. Ouais. Alors heureusement, il n'y a pas eu d'énormes conséquences financières, mais en gros, je te la fais courte. Euh, Bon, il y a plein de gens qui viennent nous voir avec des opérations, j'ai ça à vendre, etc. Bon, ce qu'on appelle des brokers. Alors, il y a les brokers traditionnels et puis après, il y a les brokers de quartier, entre guillemets. Et donc un jour, on vient nous voir et alors c'était pas un broker, mais c'était un propriétaire. Alors je vais ni donner de nom ni d'adresse, mais je vais donner le concept. Il nous explique qu'il a acheté son appartement avenue Montaigne, au premier étage, que l'appartement fait en gros 200 mètres carrés, que finalement il a changé de projet de vie et que du coup il ne va plus habiter cet appartement. Il avait payé, je crois, je sais pas, peut-être 20 000 euros du mètre, quelque chose comme ça, ou 15 000 euros. Et donc, plutôt que de le revendre, Mm. il avait en pied d'immeuble au-dessus de son appartement un très grand groupe de luxe, c'était Avenue Montaigne, Ouais. qui était locataire. Et il était en train de négocier avec eux qu'ils prennent le premier étage. Donc une extension de leur boutique. Et comme il n'était pas forcément très à l'aise avec l'exercice de permis de construire, changement de destination, copropriété, bail, etc., il est venu nous voir en nous disant est-ce que vous pouvez m'aider. Et de façon assez, je dirais, en manquant un peu d'humilité, moi, il me raconte son histoire. Et bon, l'idée pour que les gens comprennent, c'était de dire les 200 mètres carrés du premier étage, on va les louer aux locataires d'en bas. Mm. Les loyers avenue Montaigne sont strictement colossaux, Ouais. c'est-à-dire que c'est incomparable avec ce qu'on peut avoir en résidentiel ou en bureau, évidemment. Et donc, l'idée de la création de valeur, c'était de dire, bah, les 200 mètres carrés, en gros, ils vont générer 1 million de loyers, et quand on va le revendre, le prix au mètre carré, ce sera un prix quasiment des prix du retail, et donc on allait faire une plus-value qui était absolument colossale. Euh, Puis, et moi, je vois ça, et je dis, facile. très belle opération. L'immeuble, il y Facile. avait 4 copropriétaires dans l'immeuble. Donc c'était un petit immeuble de famille, Ok. 4 propriétaires. Très bien, il y en a encore, ouais, certains. Et en gros, l'opération, juridiquement et techniquement, consistait à obtenir une décision d'Assemblée générale autorisant le changement de destination, en disant ben, on accepte de transformer le résidentiel en commerce, décision d'AG. J'étais très confiant puisqu'il y avait déjà une trémie
entre le rez-de-chaussée et le premier étage parce que c'était une ancienne boulangerie dans laquelle le boulanger vivait en dessous et il y avait le passage, enfin l'escalier qui était déjà là et surtout on n'embêtait pas la copropriété puisque les circulations se faisaient à l'intérieur. Et il fallait acheter de la commercialité, le transformer en commerce, déposer une déclaration préalable pour changement de destination et le tour était joué puisque il y avait quasiment rien à faire. Et moi j'étais sûr de moi, je me suis dit, sans problème, je vais aller les voir, ils sont 4, je vais mettre ma petite veste et je vais venir avec mon petit sourire et puis je vais obtenir ça très rapidement. Je la fais courte, je vais les voir mais ils ne me reçoivent pas forcément. Je me dis bon c'est pas grave, j'ai toujours l'assemblée générale auquel je pourrais aller les voir. Les 2 sur 4 que j'ai fini par rencontrer me disent mais c'est bon, oui, on verra, on en discutera avec les autres. Donc. Et moi mon idée évidemment c'était de leur donner une compensation financière pour transformer ce local. Et j'arrive en assemblée générale, très fier de moi, en disant voilà, vous connaissez le projet, on en a parlé, vous avez vu la résolution. On aimerait transformer ce premier étage en commerce. Et je leur rassure, je leur dis bon, l'entrée par les parties communes de l'immeuble sera condamnée, il n'y aura pas de gêne de flux, et du coup, pour vous, ça ne change rien. Aucun impact pour la copro. Impact. Et donc la copro dit non, mais monsieur Zetoun, merci beaucoup, on en a parlé entre nous, mais on ne souhaite pas accéder à votre demande. Je dis oui, mais parce que vous n'avez pas encore écouté la proposition que j'ai ouverte, parce que l'enseigne du rez-de-chaussée en profite, nous, on va en profiter, il est normal que la copropriété également en profite, et donc je ne fais pas une simple demande désintéressée. J'ai prévu d'indemniser la copropriété pour nous laisser avoir cette autorisation. Et là, il n'y a qu'Avenue Montaigne que ça se passerait, hein. Les 4 répondent de vous, mais on n'est quand même pas intéressés. Je dis, mais vous n'avez pas entendu... Ils refusent l'argent. Je n'avais même pas entendu le montant du chèque. Oui, mais quand même, on n'accédera pas. Donc là, je commence un peu à stresser. Je me dis, attendez, pour vous, il n'y a pas de conséquences. Il y a une compensation. Et en fait, je comprends. Et le propriétaire même du local du rez-de-chaussée était contre. Je dis, mais vous, s'il y a bien un qui devrait me soutenir, c'est vous, puisque par définition, vous allez ancrer encore plus votre locataire dans... vous allez même changer un petit peu sa commercialité, et vous allez peut-être pouvoir augmenter le loyer. Et là, ils me disent, mais même si vous nous donniez 1 million d'euros, on refuserait. Donc c'était un refus par principe. Et donc je leur dis, mais vous êtes en train de me dire que si je vous donnais 1 million d'euros par personne, vous refuseriez ? Et les mecs me disent, oui, on refuserait. Et là, je comprends que... Il n'y a que Avenue Montaigne que ça peut se passer. C'est-à-dire, on parle de refuser 1 million d'euros pour juste signer... absolument aucun sens. Ah oui. Et je me retrouve du coup, en fin d'Assemblée Générale, me dire, ok, donc concrètement, on vient d'acheter, alors on n'avait pris que la moitié, parce qu'on s'était associé avec celui qui était propriétaire, mais c'était nous qui étions en charge quand même de l'exécution, et j'étais vraiment très confiant sur ma faculté d'y arriver. Et je ressors en disant, ok, donc en fait, on vient juste d'acheter un appartement de 200 mètres carrés avenue Montaigne, qu'on ne pourra plus jamais transformer en commerce. C'est pas du tout notre métier, nous on est là pour... Pour aucune raison. Créer de la valeur, sans aucune raison ni explication. Et comme quoi, l'argent n'achète pas tout. Et d'ailleurs, ils n'achètent pas non plus le bon sens, puisque pour eux, c'était ridicule de refuser notre proposition, puisqu'encore une fois, il n'y avait absolument aucun impact. Et donc, comme on n'avait pas prévu d'habiter avenue Montaigne, on a revendu cet appartement dans un marché qui n'était pas forcément extraordinaire au moment où on l'a fait. C'était un premier étage, bon, et donc on l'a revendu à perte. Okay. Donc alors, c'était pas des montants, mais voilà, donc c'est un flop qui est assez parlant, incroyable, mais à un moment donné, on s'est aussi dit, il vaut mieux vendre et perdre un petit peu, et puis passer à autre chose, parce qu'on n'avait pas passé non plus trop de temps, quand on est vraiment arrivé au bout de l'exercice sur... Et c'est un appartement qu'on a vendu pendant le Covid, d'ailleurs. Ah oui. Et j'avais jamais vu ça, il a été acheté en FaceTime. En FaceTime, oui. Avenue Montaigne, après les gens achètent aussi pour l'acquéreur était à l'étranger, c'était le Covid, on ne pouvait pas voyager.
Et donc, Ouais. du coup, l'agent immobilier lui a fait la visite de l'appartement en FaceTime et voilà, on l'a vendu comme ça. Et quel est ton sentiment, toi, sur le marché en 2024 les tendances est-ce que tu vois que le marché est compliqué sur des opérations de marchand de biens enfin, quel est un peu ton Alors, sentiment, toi, aujourd'hui? nous, on est un investisseur privé, enfin Mm. des investisseurs privés. Donc, par définition, on gère des fonds privés qu'on ne collecte pas. Et donc, je dirais, on est aussi très vigilant et très prudent sur l'emploi euh, de nos fonds. Euh, Pendant assez longtemps, on n'a pas pu acheter parce qu'on considérait que les prix étaient vraiment trop chers. Et c'est vrai que quand on fait du redéveloppement et quand on prend des opérations value-add opportunistes, on a tendance à se dire qu'il vaut mieux faire sa marge à l'achat, donc ne pas acheter trop cher. Parce que moins tu achètes cher, évidemment, et plus tu as de chances de te tromper, ou en tout cas d'amortir les coûts. Et donc, on n'a pas fait beaucoup d'opérations pendant les années où le marché a explosé. Au moment de la hausse des taux, il y a 18 mois, et qui a été quand même assez brutale, et quand on a vu que d'un coup, les investisseurs institutionnels ont levé les stylos en se disant on va attendre de voir ce qui se passe, on va attendre de voir où ça atterrit, on va attendre de voir si. Enfin, on nous annonçait des récessions en Europe et aux États-Unis pendant des mois. Finalement, elles ne sont pas arrivées, mais du coup, le climat et le contexte économique a rendu les investisseurs institutionnels frileux, à juste titre, et donc du coup se sont retirés du marché de l'investissement et on l'a senti. Dans le même temps, les taux ont explosé. Quand on fait des opérations de redéveloppement, on s'endette souvent à taux variable. On a tendance à éviter de se couvrir, ou en tout cas essayer d'éviter de se couvrir quand la banque nous oblige pas à nous couvrir. Et donc on s'est retrouvé dans un momentum où les investisseurs instituts ont disparu, en tout cas se sont retirés. Les investisseurs privés ou court terme se sont retrouvés à supporter des charges de crédit et d'emprunt Colossal. énormes. Et donc, pour certains, ont eu l'obligation de vendre, sauf qu'ils n'avaient pas forcément d'acquéreur en face. Et on a eu également les compagnies d'assurance qui ont eu la problématique de liquéfaction de leur part de SCPI qui étaient logées dans des contrats d'assurance vie en unité de compte, où il y a eu un petit peu de turbulence que le marché a bien suivi les 12 derniers mois. Donc, il y a eu un contexte en 2023 qui est un contexte très particulier où vraiment tout s'est figé. C'est-à-dire que les vendeurs qui n'avaient pas l'obligation de vendre ne vendaient plus. Ceux qui voulaient vendre mais qui n'avaient pas leur prix ne vendaient pas, retirés du marché. Et les investisseurs institutionnels n'étaient plus là et les CPI non plus. Et donc on s'est retrouvé avec un marché sur lequel il y avait peu d'acteurs à l'investissement, également peu d'acteurs à la vente. Mais ceux qui étaient acteurs à la vente étaient des gens qui étaient soit des compagnies d'assurance qui avaient des actifs qui étaient logés dans leur patrimoine depuis très longtemps, ou des indivisions ou des familles qui avaient des actifs en patrimoine depuis aussi des temps immémoriaux. Et c'est vrai qu'en 2023, ça nous a permis à nous, et notamment avec l'arrivée de de nouveaux investisseurs, Laurent de Gourcuff et sa femme Constance, avec leur associé Sébastien Paco, qui nous ont confié un petit peu la Ils responsabilité sont sortis de Paris d'investir, Society qui ont vendu Paris préciser. Society pour Laurent et Sébastien et les compagnons de l'épargne pour Constance. Donc on co-investit avec eux. On s'est retrouvé dans un climat où il y avait peu d'acteurs à l'investissement. Nous, on était plutôt à l'acquisition. Et donc ça nous a permis de faire beaucoup d'opérations en 2023 et d'en initier encore certaines sur 2024. Donc moi, ce que j'ai vu sur le marché en 23, début 24, c'est effectivement une grosse contraction, une grosse congestion sur les transactions. Et ça s'est ressenti dans les chiffres, notamment quand tu prends les chiffres d'investissement de 2023 ou les chiffres des brokers. Quand tu parles des brokers aujourd'hui, tu sens qu'ils ont vécu une année 2023 qui était un petit peu, qui était un peu compliquée. Et donc, dans ce contexte-là, nous, on a pu faire des opérations et saisir des opportunités qui nous paraissent être assez intéressantes. 2024, on commence à avoir certains signaux faibles d'une reprise. Mais attention, les temps en immobilier sont des temps qui sont extrêmement longs. Donc quand on parle de reprise, c'est entre le moment où, comme sur une vague, tu donnes un coup sur l'eau, le temps que l'onde elle se propage et qu'elle aille irriguer ceux qui sont en fond de chaîne. Mais il y a un vent d'optimisme. Oui, alors il y a un vent d'optimisme, mais en même temps, il faut aussi rester
avoir les pieds sur terre, puisque le vent d'optimisme, il a commencé en fin d'année dernière, quand on a commencé à voir les taux longs baisser, et en tout cas les anticipations de baisse des taux. Je crois qu'on parlait de 7 ou 8 baisses des taux sur 2024, fin 2023. Donc à un moment donné, on se dit très bien, on a touché le fond, ou en tout cas, on a touché le max de la hausse des taux. Les taux vont commencer à baisser, les investisseurs vont revenir, les taux de cap vont baisser, les valorisations vont partir, les taux d'emprunt seront moins chers. Donc on voit le cercle vertueux qui est le même dans l'autre sens que le cercle vicieux de la hausse des taux. Et donc on voit les acteurs commencer à revenir. Donc évidemment, moi les signaux que je vois, c'est que les brokers, mine de rien, même s'ils anticipent tous une année 2024 compliquée, parce que eux, ils matérialisent leur chiffre d'affaires au moment de la vente et de la transaction, c'est-à-dire qu'au moment où l'acte authentique est passé, donc ça prend énormément de temps, entre un pitch et une vente, il peut se passer un an, voire parfois plus. Donc forcément, 2024 va être déjà un peu compliqué. Mais on espère que 2025 verra de jours meilleurs, puisque ce qui aurait été initié en 24 verra le jour normalement en 25. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de mandats à la vente, que les prix mandats, les attentes des vendeurs sont un petit peu plus en ligne avec le marché qui a quand même largement corrigé. Les investisseurs reviennent aussi. Les brokers te disent tous que sur certains actifs qui sont bien placés, qui sont au bon prix et qui ont la bonne taille, il y a 50, 60, 70 visites par moment. J'ai souvenir d'avoir fait une acquisition sur un actif sur lequel il y avait eu 5 ou 6 visites et 2 offres. Je parle de fin 22, début 23. On était vraiment sur ce genre de sujet-là. Et finalement, les investisseurs font des offres. Et pas que des offres pour faire joli. Certaines offres sont sérieuses. Souvent au-dessus du prix du mandat. Là, il y a un deal récemment qui s'est fait rue Saint-Honoré où le prix du mandat a été très très largement dépassé. Ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas vu depuis 18 mois, que je voyais très régulièrement avant. En disant oui, un prix mandat à 100, mais on attend 120. Bon. Et c'est pour ça que nous, on avait du mal à jouer dans ce marché-là. Et donc, on recommence à voir ces choses-là. On voit maintenant également les transactions arriver. C'est-à-dire que tout le monde dit oui, c'est facile de faire des offres, mais il faut aller au bout. Mais les investisseurs commencent à aller au bout, puisqu'on voit les transactions passer. La promesse a été signée, mais l'acte a été réitéré. Les banques, à un moment donné, recommencent aussi à prêter, parce que le climat est un peu plus de confiance. Et donc, petit à petit, cette grosse machine qui est capable de s'arrêter très vite au moment où ça se frise avec les taux, repart quand même un peu moins vite qu'elle ne s'est arrêtée, mais on commence à avoir ces signaux-là. Et donc, en fait, moi, je pense qu'on va voir les bienfaits, et en tout cas les effets de cette reprise, qui est encore un peu timide, évidemment. On n'est pas dans les années... pas dans l'effervescence, mais non, on mais peut rassurer un petit peu. Ça repart, on sent que la machine se remet en route, alors sauf accident industriel majeur, ou géopolitique, ou macroéconomique, mais voilà, je pense que les choses vont recommencer à se mettre en place. Ça prendra du temps, mais voilà. Alors, je ne parle évidemment que de ce que je connais, à savoir Paris Intramuros. Et on reste sur le marché parisien, je sais pas, plutôt prime. Voilà. Je ne sais pas faire de projection ni de sentiments sur le marché d'investissement en France, dans les régions, dans la grande couronne parisienne, etc. Évidemment, le but, c'est que chaque invité nous partage sa zone d'expertise. Voilà, mais juste pour dire que ce que je dis n'est pas forcément valable pour le reste. Et alors, si tu devais donner un conseil à des gens qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier, on va remonter un peu sur un cran peut-être plus... Alors, le niveau particulier, si un particulier demain veut se lancer dans l'investissement immobilier, quel est le conseil un peu avec ton expérience, tous les deals que tu as traités, que tu pourrais donner pour quelqu'un qui souhaite choisir le bon investissement? Alors, bon, il y a tellement de conseils à donner, mais je donnerai un conseil qui est même valable pour... le jeune diplômé qui veut faire sa carrière dans l'immobilier et qui veut commencer dans cette industrie, qui est une industrie extraordinaire parce qu'elle offre énormément de possibilités, énormément de diversité, et c'est une véritable communauté professionnelle. Mais pour le particulier, c'est la même chose. Déjà, c'est la patience. C'est-à-dire que apprendre à être patient dans cette industrie,
c'est une donnée fondamentale en fait du métier. L'immobilier s'inscrit dans le temps long. Et si on veut investir dans l'immobilier, il faut être prêt à passer beaucoup de temps à trouver le bon investissement, parce que il y a quand même beaucoup de monde qui regarde et on est rarement le plus malin de ceux qui regardent ou le plus rapide. Donc prendre le temps de trouver, ne pas se jeter évidemment sur les opérations parce qu'on a envie ou que ça fait longtemps ou que ça nous démange. C'est bien la penser, essayer de penser à tout et à anticiper, parce que c'est quelque chose qui nous emmène loin dans le temps, donc par définition, il y a un temps qui est assez, qui est une donnée du problème importante, et attendre, parce que tout prend plus de temps. Si on prend un commerçant par exemple, il commence sa journée le matin, il la termine le soir, il a fait son chiffre d'affaires, et le lendemain est un nouveau jour, et il recommence sa journée, et son métier est une accumulation de jours qui se suivent. Tu prends Beaugrenelle, c'était 8 ans. On n'a pas parlé du 206 rue Lafayette, mais c'est une opération qu'on va sortir et qu'on va livrer au 3e trimestre de cette année, qui a été initiée en 2016. Oui. Le temps est très très long. Donc il faut être patient, il faut attendre, il faut prendre le temps de résoudre les problèmes, il faut parfois ne pas les résoudre pour qu'ils se résolvent tout seuls, et gérer sa frustration, gérer son niveau d'angoisse, gérer son stress, tout ça dans le temps. C'est probablement le conseil, en tout cas la recommandation que je ferai à ceux qui veulent faire ce métier qui reste quand même passionnant. Merci Grégory pour cette bonne règle d'or. On était ravis de t'avoir à ce micro aujourd'hui. Merci, j'étais ravi d'être là. Merci beaucoup. Merci à toi.